Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Centre des Arts pour cette projection exceptionnelle donc, de Neon People, réalisée par Jean-Baptiste Aurey en sa présence. Donc, je le remercie beaucoup d'être là. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître Jean-Baptiste Aurey. Pour les autres, je vais repréciser quand même que Jean-Baptiste Aurey est critique, historien du cinéma et donc cinéaste depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, ouais, c'est ça. Et que surtout je voulais dire aussi que Jean-Baptiste avait animé donc des cycles de ciné-club ici, donc je crois de 2012 à 2016 si ma mémoire est bonne, 4 ans, voilà, 4 cycles et voilà qui nous avaient beaucoup marqué pour tous les cinéphiles. Je sais que ça, voilà, j'ai vraiment souvenir que ça nous avait vraiment voilà, donné de l'énergie, envie de découvrir des choses, enfin c'était formidable. Et puis ça a eu beaucoup de succès aussi après sur YouTube, on en parlait, enfin les conférences sont enregistrées, les interventions. Voilà, et puis depuis Jean-Baptiste, tu es passé à la réalisation. Et donc tu as réalisé plusieurs films, dont certains qu'on a montrés ici. Il y avait eu We Blew It, et puis plus récemment donc Michael Cimino, Un mirage américain. Et donc aujourd'hui Neon People. Ce qui m'a surpris quand j'ai vu le sujet de ce film, vous avez tous pu lire, je pense, le synopsis, je me suis dit, tiens, il me semble que c'est la première fois, finalement, que tu t'attelles à un sujet qui n'est pas en rapport direct avec le cinéma. Et voilà, j'aurais voulu peut-être que tu nous expliques un peu comment tu as été amené, finalement, à t'intéresser à ce sujet, Las Vegas, les sans-abri, etc. Comment ça s'est fait, quoi. D'abord, merci Jean-Paul. Je reviens un peu jouer à domicile quand même. Merci à vous d'être présent. Alors je vais répondre vite parce que là tu me poses aussi une question, tu me connais pourtant. Tu sais qu'il faut faire attention. Ça va durer 30 secondes, de toute façon, c'est ça. Et non, la première. Alors par rapport à ça, cette question du cinéma, pas cinéma, en fait, moi quand je faisais, disons, que ce soit We Blew It ou Michael Cimino, enfin les films américains, on peut dire, j'ai jamais considéré que c'était des films sur le cinéma. En fait, je me suis toujours dit que c'était des films sur les États-Unis avec une focale qui était le cinéma. Et on en a parlé ici pendant peut-être pas 4 ans, mais 3 ans, à savoir que le cinéma américain et l'Amérique, ça se confond. Pour comprendre l'Amérique, il faut voir les films américains. Donc, ce que tu dis est intéressant parce que par moments, je sais que ça a été compliqué. Quand un film s'appelle Michael Cimino, Un mirage américain, les gens se disent « Ah, c'est un film sur Michael Cimino ». Pas vraiment. En fait, c'est un film sur les États-Unis vu avec l'œil de Michael Cimino. Alors voilà, je dis ça, je pourrais le répéter 50 fois, ça rentrera pas complètement dans les têtes, mais c'est quand même ça l'idée. Et en fait, pour Neon People, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas rupture. Tu vois, c'est pas on passe à 2 films qui parleraient du cinéma où We Blew It, il y avait une partie des gens qui intervenaient qui étaient des cinéastes, à d'un seul coup un film qui n'en parle pas. Je pense qu'il y a peut-être plus d'ailleurs de cinéma dans Neon People que dans les films précédents. Hein. On en parlera. Absolument. Alors après, comment ça vient écoute, moi c'était précisément pendant les repérages de We Blew It. J'avais passé 3 mois et demi en fait sur les routes américaines d'est en ouest pour repérer les endroits, rencontrer des gens, etc. Et un jour, je m'arrête en fait à Las Vegas, tout simplement, et pour faire une pause. Et plutôt que de m'arrêter dans le Las Vegas moderne, qui en fait est le strip que tout le monde arpente aujourd'hui, hein, parce que la plupart des touristes, quand ils vont à Vegas, ils restent sur 1,5% du territoire de Las Vegas. Et plutôt que de m'arrêter là, je décide d'aller plutôt au nord de la ville, en fait, où se situe l'ancien, ou le vieux, ou le Las Vegas historique. Donc c'est le quartier qu'on appelle le quartier de Fremont, hein, et c'est le Las Vegas des années 40, 50, 60. De Frank Sinatra, de Dean Martin, de Sammy Davis, du Rat Pack. On est vraiment là-dedans. Et en me baladant dans ce quartier, donc on est au nord du strip de Las Vegas. Pour ceux qui est déjà allé à Vegas parmi vous ? Voilà, donc vous avez peut-être fait le strip et vous savez que tout en haut du strip il y a un casino hôtel qui s'appelle la Stratosphère. Alors pour les cinéphiles savent que c'est là que Jack Nicholson habite dans Mars Attack. Bon, et en fait au nord de ça il y a le vieux Las Vegas. Et je me balade là puis je tombe sur un type sans abri, homeless avec des béquilles. Je vais le voir, je parle avec lui une vingtaine de minutes. Il m'explique que c'est un vétéran déjà vieillissant de la guerre du Vietnam. On parle et puis au bout de 20 minutes je dois partir et je lui dis mais vous dormez dans quelle rue? Parce qu'évidemment, c'était un sans-abri. Et c'est là qu'il me répond, moi je dors pas dans la rue, je dors sous terre. Et je lui dis, mais comment ça vous dormez sous terre? Il me dit, moi je dors dans les tunnels. Et ensuite je suis parti.
Mais voilà, et cette réponse sur laquelle j'ai pas essayé d'en savoir plus à l'époque, m'est revenue il y a 2-3 ans ou 2 ans et demi, je sais plus, et je me suis dit mais qu'est-ce que ce type avait voulu me dire à l'époque quand il m'avait dit je vais dormir dans les tunnels de Las Vegas. Donc moi d'abord, depuis Paris, j'ai commencé à mener ma petite enquête de façon très simple. Est-ce qu'il y a des tunnels à Las Vegas? Est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne? Comment ça a été construit, etc. Et je suis rentré très vite en contact, en fait, avec, on pourrait dire, le premier qui a vraiment arpenté les tunnels il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Matthew O'Brien, qui est un journaliste de Las Vegas, et qui, enquêtant sur un criminel, avait découvert un jour une entrée de tunnel, et avait passé 2 ans sous terre à arpenter ces tunnels. Et quand je dis ces tunnels, c'est un réseau d'évacuation des eaux, hein, en cas d'inondation. C'est entre 700 et 800 km sous la ville, donc qui s'étend dans tout le désert du Nevada jusqu'au Lake Mead. Donc c'est pas un petit tunnel, c'est une ville en fait souterraine qui double intégralement la ville de Las Vegas. Et lui avait écrit un livre qui s'appelle Sous les néons, paru en 2011-2012, et c'est lui que j'ai contacté pour qu'il commence un peu à me renseigner. Et j'en ai parlé à mon producteur qui m'a dit oui, c'est hyper intéressant, vas-y, fais le film. Et je lui ai dit mais tu sais, avant il faut qu'on aille vérifier s'il y a un film possible dans les tunnels, parce que c'est pas tourné dans des conditions normales. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, sécuritaire, on peut emmener une équipe avec du matériel professionnel sous terre, parfois dans des tunnels pitch black, noir intégral, dans des conditions évidemment de sécurité un peu limite. Et donc je suis parti pendant 1 mois et demi avec mon ingénieur du son faire des repérages à Las Vegas, et on a passé 1 mois et demi sous terre à se balader, à voir comment ça fonctionnait, à rencontrer des gens. Et donc je suis revenu à Paris en disant à mon producteur, je pense qu'il y a un film, ça va être hardcore, mais je pense qu'il y a un film possible. Et ensuite on est retourné avec une équipe pour tourner ce que vous allez voir maintenant, quoi. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est pas trop long. Donc on se retrouve dans 2h04 si vous voulez, puis on discute. Oui, tout à fait, on se retrouvera après pour un échange. Donc excellente séance à tous et à tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Hein. J'espère que le film vous a plu, évidemment, on va en parler. Je m'aperçois que j'ai oublié de remercier Marc Ollery, le distributeur Lost Film. Hein, c'est grâce à lui qu'on peut vous montrer ce film, comme tant d'autres grands classiques restaurés qu'il a sortis dans les dernières années. Voilà, donc je voulais le saluer, et puis vous verrez à la sortie qu'il y aura des petits cadeaux aussi. Voilà, donc merci Marc. Donc voilà, donc on a passé 2 heures avec tous ces personnages et cet univers quand même assez incroyable. Moi j'avais juste une question un peu, voilà, peut-être pour démarrer, enfin une question un peu pratique, où je me suis interrogé en voyant le film, je me disais mais comment tu as fait finalement tout bêtement pour tourner ça, c'est-à-dire on voit bien il faut de l'éclairage dans les tunnels, il faut pouvoir enregistrer les gens, il faut aussi pouvoir tourner à Las Vegas. Est-ce que tu as eu des autorisations? À un moment donné on voit des policiers, on se dit est-ce que voilà, il y a un certain degré de dangerosité en fait aussi, et donc voilà, je m'étais interrogé un peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu finalement les conditions de tournage, comment tu as procédé peut-être? Ben écoute, au début, nous, quand on a fait les repérages, on a passé donc beaucoup de temps sous terre pour à la fois, rencontrer et puis chercher tout simplement d'abord il fallait comprendre comment ça fonctionne ces tunnels, voir comment sont les gens, parce que c'est quand même une planète étrangère. C'est-à-dire que quand on arrive sous terre, c'est à 2 mètres sous en fait les pas des gens qui sont sur le strip, mais dès qu'on est là-dedans, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est avec d'autres codes, d'autres rituels, évidemment avec un niveau de sécurité qui est un peu problématique, parce que c'est la loi de la jungle à l'intérieur. C'est un peu comme le vieil Ouest, si vous voulez. Il n'y a pas de téléphone portable, ça capte pas, les policiers n'y mettent pas les pieds, ambulanciers, pompiers, personne. Donc une fois qu'on est là-dedans, on est vraiment dans un espèce de finalement de zone presque un peu sauvage et primitive, où il n'y a que la question de la survie qui compte. Et nous, on a passé beaucoup de temps à croiser au début des gens. Alors certains refusent, certains sont trop drogués, enfin il y a tous les cas de figure. Et puis petit à petit, moi je leur racontais exactement le film que j'avais envie de faire, mais exactement, hein, y compris d'ailleurs le fait que ça allait être tourné en cinémascope, enfin voilà. Et puis il y en a
certains qui ont commencé à être intéressés, et puis on revenait les voir tous les jours, passer du temps avec eux, passer beaucoup de temps avec eux en fait, et pour tout simplement gagner leur confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de film, dans le sens où c'est eux qui font intégralement le film. Comme notre idée, c'était de nous immerger en fait avec eux pendant plusieurs semaines, c'est-à-dire vivre avec eux dans les tunnels. Nous, on repartait juste, on tournait grosso modo tous les jours entre 15h et 5h du matin, et ensuite on rentrait dans notre logement, se doucher, manger, voir vite les rushs et repartir. En gros, c'était ça. Donc il fallait qu'ils acceptent qu'on s'immerge avec eux et donc qu'on puisse filmer leur vie absolument à tout moment. Donc sans confiance, il n'y a évidemment pas de film. Après, la question, effectivement, on se pose des questions par exemple sur la sécurité, mais je savais que c'était les gens des tunnels eux-mêmes qui allaient d'une certaine manière nous protéger et pas du tout faire appel à des gardiens, ça aurait été évidemment ridicule. Donc, et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque tunnel, en fait, il y a plusieurs zones de tunnels à Las Vegas et ils sont appelés en fonction des casinos qui sont juste au-dessus. Donc on dit les tunnels du Rio, les tunnels du Bellagio, les tunnels du Mirage, les tunnels des différents casinos de Vegas. Et en fait, chacun des tunnels fonctionne comme une sorte de communauté, en réalité, avec des gens qui vont, qui viennent, qui meurent, enfin un peu tout ça. Et puis il y a une sorte de personne, moi j'appelle ça le parrain, mais le mot est un peu excessif, mais quelqu'un qui est terré vraiment dans le fond des tunnels, à 2-3 km sous terre, qui est un peu la personne qui gère les autorisations dans la communauté, celui qui règle les problèmes de sécurité, les différentes personnes. Et je sais qu'au moment des repérages, c'est lui qu'il fallait pouvoir voir, mais il a fallu que j'attende 2-3 semaines pour qu'on me dise. Et Brandy, qui est une des premières qui a vraiment accroché en fait au projet, m'a dit c'est bon, il s'appelle Captain, c'est celui que vous voyez déambuler au tout début du film dans les tunnels. Il m'a dit c'est bon, Captain veut bien te rencontrer. Et donc on est allé voir Captain dans sa tanière, c'est un homme mutique, vraiment laconique, très peu de phrases, etc. Mais quand il m'a dit écoute, c'est bon, vous pouvez faire le film, et en cas de problème tu viens me voir, je savais que si j'avais pas eu son accord, ça aurait été extrêmement compliqué. Après, évidemment, toute la question pour nous, c'était une question presque de faisabilité au sens très prosaïque du terme, à savoir comment est-ce qu'on amène dans les tunnels une caméra de professionnels, quoi, qui avec les optiques, ça pèse entre 12, 13 et 15, 16, 17 kilos. On avait 40 kilos de matériel sur soi. Donc quand on est dans le noir, dans des endroits qui sont à la fois humides, remplis de rats et de cafards, et parfois des tunnels très bas, dans lesquels on marche soit à quatre pattes, soit à l'aide de fauteuils roulants ou de caddies qui sont volés à la surface, parce qu'on peut pas marcher courbé. On n'a pas de dos, si on marche courbé plus de 300 mètres, c'est pas possible avec autant de matériel. Donc moi la question ça a été vraiment ça, et c'était presque au départ du projet, je me suis dit on va pouvoir tout négocier. On va voir, parce que c'est un documentaire, donc c'est un mélange entre, je dirais, de l'hypermaîtrise et de l'accueil de l'improvisation. En fait, c'est ça l'équilibre qui est compliqué à trouver. Mais il y a une chose sur laquelle je ne négocierai pas, c'est l'esthétique du film. C'est-à-dire, ça sera tourné en scope, avec un certain type de lumière, avec des néons, avec un certain type d'optique, etc. Ça, voilà, ça c'était c'était même, je dirais, la technique, c'était presque le point de départ esthétique. Et donc, à mon avis, éthique du film. C'est-à-dire que je voulais absolument que ça ressemble à un film de fiction, même si la distinction documentaire-fiction, à titre personnel, ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je voulais que le film soit sur cette espèce de frontière un peu ténue, qui fait qu'on ne sait pas, par moment, pas exactement où on est. Est-ce que ce sont des vrais personnages? Qu'est-ce qui est écrit ou pas? Est-ce qu'ils jouent ou pas? On ne sait pas trop. Et ça, on pouvait l'obtenir en partie par la question, en fait, du scope. Et du filmage, en fait, vraiment. Et moi, avant de faire le film, je n'ai revu que des films de fiction. Et donc, on a vraiment préparé, avec le chef op Colin Lévesque, on a vraiment travaillé comme un film de fiction. C'est-à-dire qu'on se disait, voilà, on aura les plans avec les plans Vittorio Storaro, qui est le chef op du Conformiste et de Apocalypse Now. On aura les plans Gordon Willis. Là, c'est le moment Michael Mann. Là, c'est le moment Cassavetes. Là, c'est le moment John Carpenter. Dans ce sens, ça nous aidait en fait, d'ultra préparer avant tous les plans, toutes les configurations, parce qu'une fois qu'on est immergé, on ne va pas arrêter la vie de ces gens-là en leur disant « Attends, laisse-moi 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on mette l'éclairage. » Donc,
le paradoxe, c'est pour pouvoir être réactif par rapport à la réalité de ce qui se passe, et on ne sait jamais par moment où ça peut partir, où ça peut aller, qui va faire quoi, qui va prendre la parole. Il fallait qu'on ait ultra préparé tout ça. Parce qu'en fait, l'improvisation, ça ne marche pas si tout le monde est flottant. On n'a rien préparé, on va filmer. Ça marche pas. Donc il faut être paré pour tous les cas de figure, y compris en termes de plans, de caméras. Je pense juste à cette séquence, par exemple, quand ils vont au casino. J'avais eu plusieurs discussions avec Brandy, parce que je sais que les gens des tunnels, même les gens qui sont dans les tunnels parce qu'ils se sont ruinés dans les casinos, dès qu'ils ont 15-20 $, ils remontent à la surface pour aller jouer. Bon. Donc elle m'avait plusieurs fois dit, Brandy et les autres, qu'ils allaient régulièrement jouer au casino. Et elle savait que ça, je lui ai dit, écoute, moi ça m'intéresse. De toute façon, on les a suivis pendant plusieurs semaines. Hein. Et elle me dit, bah, si tu veux, on y va demain ou après-demain. Je lui dis d'accord. Et donc là, ce qu'on a fait en fait avec l'équipe, comme on savait qu'on devait aller dans un casino, et dans un casino, vous n'avez pas le droit de filmer avec des caméras pro. On débarque pas avec des mini Alexa dans un casino, une équipe, des perches, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut des autorisations, et si j'aurais dit le sujet et les gens qui allaient rentrer, ils m'auraient dit non, donc il fallait voler tous ces plans. Et donc, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on se dit qu'on va aller dans le casino, donc avec l'équipe, la veille, on part dans le casino, c'est la seule séquence, vous l'avez peut-être repéré esthétiquement, qui n'est pas filmée avec une caméra professionnelle, mais qui est filmée avec des sortes de iPhone, bon, ultra customisés, mais avec des iPhones, c'était la seule façon de le faire. Et donc on est allé avant dans le casino pour préparer en fait et la séquence et surtout la caméra pour pouvoir être prêt au moment où ça arriverait à filmer. Parce que la séquence que vous voyez lorsque Brandy commence à se maquiller, moi je ne sais absolument pas, ni l'équipe, ce qui va se passer. On sait qu'on va au casino, et donc là, la séquence que vous voyez, c'est exactement la séquence que nous, on découvre en temps réel. Elle se maquille, bon, d'accord, après elle met une perruque, je me dis, elle est en train de mettre une perruque, et puis elle part dans le wash avec ses amis, et puis ils vont acheter des briquets chers, et là on les suit, quoi. C'est vraiment le moment Vitelloni, hein. On les suit, ils prennent le bus, et tout ça, nous, on découvre en temps réel, jusqu'au moment où on arrive dans le casino. Mais quand on arrive dans le casino, je ne peux pas dire à Brandy, bon, arrête-toi, on va changer de caméra. Autrement dit, il faut qu'en l'espace de 4 secondes, on ait basculé pour ne pas perdre le flux en fait, de ce qui va se passer, parce que ce n'est pas des acteurs, on ne leur fait jamais refaire quelque chose. Voilà, c'est la grosse différence par rapport à des acteurs, c'est qu'ils sont formidables, quand ils sont spontanés eux-mêmes, mais on ne peut pas leur dire, là tu as dit un truc super, redis-le. Ça marche pas. Donc nous, on est par moments ultra dépendant de cette espèce de spontanéité-là, mais pour qu'elle marche, en fait, il faut qu'on l'ait beaucoup préparé, en fait. Oui, parce que il me semble que tu avais, je sais plus, dans le dossier de presse, tu as dit que tu avais 48 heures de rush, c'est ça? Ouais. Voilà, donc c'est juste intéressant, je trouve, de le dire, pour se rendre compte en fait de la quantité d'enregistrement finalement que tu as effectué. Et que oui, ça consistait à suivre les gens. Et donc oui, mais alors tu vois, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que. Ah oui, par rapport à la moyenne. Ah oui, non, mais par rapport à ma moyenne, je me suis amélioré, je veux dire. Tu vois, We Blew It, on avait 145 heures de rush. Chimino, on était tombé, je crois, à 60, 65. Et en fait, alors après, le problème avec le numérique, parce que maintenant on tourne en numérique, c'est que c'est gratuit. Donc ça veut dire qu'on peut tourner des dizaines d'heures pour rien. Et ça, je dis ça parce que ça touche tout le monde, qu'on fasse du doc ou de la fiction. Aujourd'hui, le numérique, c'est gratuit. À l'époque, quand vous tourniez en 35, il fallait acheter les bobines, hein, les 8, les 15 minutes, et ça coûtait tant de centaines d'euros. Donc, on ne tournait pas en flux tendu parce que ça coûtait de l'argent. Aujourd'hui, ça ne coûte rien de tourner. Ça coûte du temps de tournage, mais ça ne coûte rien. Et ça a un impact, en fait, sur les films, sur la façon dont on réalise, parce que comme ça coûte rien, on devient beaucoup moins précis, on est beaucoup moins rigoureux. On se dit, bon allez, ça tourne, et on verra au montage le film que ça donne. Or, on sait très bien, depuis toujours, que si un plan n'est pas là au moment du tournage, il n'arrivera pas au moment du montage. Et il y a tellement de gens qui pensent qu'on répare un film au moment du montage, et pas du tout. Donc, nous, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de tourner comme si on tournait en 35. Non pas parce qu'on tourne en 35, mais en disant que chaque fois qu'on tourne, ça compte, c'est important. Donc, un plan, c'est un plan. On ne dit pas on va faire 10 plans à peu près.
en se disant que 10 plans à peu près, à la fin, ça donne un plan. Donc on s'est dit, on va repartir à une forme de rigueur de la mise en scène, même si ça coûte rien de faire ce plan. Donc d'où, par moment, on a plein de cinéastes en tête, on se dit, tiens, rigueur de la mise en scène, du cadrage scope, tiens, John Carpenter, c'est pas mal comme modèle. Donc on y réfléchit, et on se dit, voilà, on va essayer de vraiment travailler la mise en scène de façon la plus rigoureuse possible, en se disant pas qu'en tournant comme ça à gogo, à la fin, on aura les plans qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il y a des rushs, mais il y en a pas tant que ça. En fait, on aurait pu revenir avec 180 ou 200 heures de rush en réalité. Et puis il y a aussi le fait qu'après, quand on arrive au moment de la phase qu'on appelle le dérushage, le moment où on revoit tous ces rushs, on les classe, etc., on se perd. Si on a trop de rush, à un moment, on se perd. Et déjà, même là, 48, c'est déjà beaucoup en réalité. Oui, tu citais John Carpenter et je trouvais que le début du film est assez saisissant parce que c'est une ambiance très angoissante qui fait un peu penser quand même à voilà, une mise en scène de films fantastiques ou peut-être que Carpenter aurait pu réaliser, je sais pas, mais en tout cas ça fait penser un peu à ces ambiances-là avec les tunnels, l'obscurité, etc. On ne sait pas très bien où on est. Puis le côté, quand on sort, on voit le décor de Las Vegas, mais complètement un peu apocalyptique avec les panneaux au-dessus, etc. Et effectivement, petit à petit, après, on s'approche des personnages et après, on passe beaucoup de temps avec eux. On a envie de savoir ce qu'ils deviennent, etc. Et par rapport à ça, dans le dossier de presse, tu as donné une formule en fait que tu dis qu'elle est un peu expéditive, mais quand même, tu as dit que c'était l'idée de faire une sorte de documentaire de Wiseman filmé par Carpenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, finalement, développer un peu ça, parce que je sais que c'est un peu expéditif comme formule, mais il y a quand même derrière, parce que voilà, Wiseman, par exemple, il y avait cette idée, il me semble, si je dis pas de bêtises, que lui, il faisait pas de repérage, le tournage c'était le repérage par exemple, et donc tu avais à la fois cette immersion, ce truc-là, et Carpenter, c'est complètement autre chose évidemment. Contraire, ouais. Oui, mais en fait, tu parles de la séquence d'ouverture et parce qu'en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est que le film, en réalité, à partir des rushs, on peut, si on veut au moment du montage, faire plein de films différents qui ne vont pas du tout raconter la même chose. Et moi ce que je voulais, c'est qu'on rentre dans le film avec mon point de vue, qui est le nôtre à tous, à savoir fondamentalement on rentre sur une planète étrangère. Je veux dire, personne ne sait ce que c'est que cette histoire de tunnel, on n'a pas idée, et même je dirais qu'on a notre cerveau qui est rempli d'images liées aux gens qui vivent sous terre. Les théories de la Terre creuse, les zombies, les monstres, The Descent, les freaks, les albinos. Il y a cette idée dans la pop culture qui touche aussi bien le cinéma que la bande dessinée, etc., que ce qui vit sous terre, c'est pas très safe, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit, il faut que le film commence avec ce lieu commun-là, à savoir qu'on rentre vraiment dans un monde qui est potentiellement dangereux. Et c'était pour moi le truc le plus important, c'est que je voulais rentrer en me souvenant du regard que j'avais la première fois que je suis rentré dans les tunnels. Ça fout la trouille, on ne sait pas ce qu'il va y avoir là-dedans, on a peur des gens. Et donc on suit cet homme de dos dont on ne filme pas le visage, c'était important parce que comme on ne filme pas son visage, on ne lui donne pas la chance d'une forme d'humanité. Et on pénètre là-dedans, on est perdu, on ne comprend rien à l'espace qu'on voit, etc. Et à un moment donné, on va sortir. Et toute l'idée du film, pour moi en tout cas, c'était d'inverser ça. C'est-à-dire qu'au début, grosso modo, les monstres, c'est les gens qui sont sous terre, et les gens normaux, les humains, c'est les gens qui sont en surface. Et j'avais envie que le film bascule en fait tranquillement avec la séquence du strip, qui est le moment où tout s'inverse, et qu'à la fin, en fait, la monstruosité, elle nous apparaisse comme étant ce qui se passe à la surface, et ce qui est en bas, c'est plutôt du côté de l'humanité, de la survie, de l'entraide, etc. Donc il fallait que le film effectue ce virage à 180 degrés, ce qui fait qu'il y a le plan d'ouverture qui suit en fait quasiment le plan d'ouverture qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce de long panoramique de droite à gauche qui passe de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est le point de vue initial. Nous, gens d'extérieur, humains, on va aller plonger notre regard dans les ténèbres. Et aux trois quarts du film, on a le plan exactement inverse, qui est le plan depuis l'intérieur des tunnels, parce que maintenant on est avec eux et l'étrangeté, elle est évidemment dehors. Et c'était aussi une manière d'épouser leur
désir d'en sortir. Donc il fallait vraiment que qu'on ait fait cette bascule, et c'est au moment de la séquence du strip qui pour moi était hyper importante quand JJ va faire son strip, etc. Le simple fait de mettre la caméra à la hauteur de JJ change tout le sens de la séquence, parce qu'on est avec lui, et les gens qui déambulent comme des zombies avec leur soda, ce qu'on fait tous quand on va à Las Vegas, là ça devient une masse indifférenciée monstrueuse. En fait, la monstruosité, elle a changé de camp, et ça, en fait, on ne peut que l'écrire et le préparer en réalité. Mais donc, d'où cette séquence d'ouverture, enfin pré-générique, si on veut. Oui, tu parlais de zombies, c'est vrai que je crois que Romero avait eu un projet à un moment donné de faire un épisode de sa série sur les zombies en parlant des SDF, il me semble, oui, absolument. Ça me fait penser à ça, surtout la séquence effectivement c'est une passerelle, hein, c'est ça où il se met pour mendier. Mais sinon, oui, sur Carpenter, moi ça m'a fait penser à Invasion Los Angeles, The Leaf, parce qu'il y a le côté un petit peu, ce personnage qui arrive à Los Angeles et qui est hébergé dans le bidonville et qui face finalement à l'opulence, de la grande métropole américaine, des années 80, tout ça, et ce côté en fait où il faut à un moment donné, on ouvre les yeux sur la réalité. Ça m'a fait penser à ça, quoi. Mais non, c'est vrai que on passe beaucoup de temps avec ces gens-là, on s'attache, il y a quelque chose, il y a des moments terribles aussi, oui, je pensais à quelque chose qui m'a beaucoup troublé, c'est ce moment où certains personnages se mettent à raconter des choses terribles qui se sont passées, soit dans leur passé, justement, alors j'ai pas retenu tous les prénoms, mais il y a ce personnage qui raconte sa vie, qui passait en prison, à un moment donné, qui raconte qu'il se droguait avec sa femme, et qu'il est en voiture, ces trucs-là. Et à un moment donné, Brandy aussi, elle raconte une histoire de début où elle était dans le tunnel, où elle s'est aperçue que finalement il y avait du bruit à côté et qu'en fait c'était un couple de serial killers plus ou moins. Et à un moment donné, elle raconte aussi qu'elle est poursuivie, je sais plus si c'est une forme qui la protège du mal. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se demande en fait si tout ça c'est vrai, parce que on a l'impression qu'ils hallucinent certaines choses, et aussi par le fait qu'ils prennent beaucoup de drogue. Donc à un moment donné, on se dit finalement, quelle est la part de réalité dans ce qu'ils racontent, ce qu'ils vivent, on le voit, donc ça évidemment, mais je me suis posé cette question en fait. Oui, mais alors en fait Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il faut quand même dire, c'est un truc évident, mais il faut le rappeler, que quand on se retrouve sous terre, dans le noir, à marcher des kilomètres avec une flashlight dans des conditions un peu difficiles, en fait, on n'a pas, la raison qui fonctionne de la même manière qu'en surface, comme ici, ou quand tout va bien. On se met très vite à se laisser gagner par une part un peu irrationnelle de ce qui se passe sous terre. D'autant que le son sous terre, il est tellement bizarre, les sons qu'on entend, la façon dont ils sont retraités par les tunnels, dont les échos, etc., fait que nous-mêmes, en tant qu'humains normaux, je mets ça avec beaucoup de guillemets, quand on arrive sous terre, on est complètement déstabilisé parce qu'on ne comprend pas l'espace dans lequel on est. D'abord, on voit rien. Et ensuite, on entend des sons qu'on n'arrive pas à identifier. Et on sait que le cerveau, quand il entend des sons, il a besoin de créer une image pour compenser un son qu'il ne comprend pas. Donc, ça explique le fait que beaucoup de gens voient des choses parce que le son produit ce désir de voir des choses. Et ce que raconte Brandy, je dis ça parce qu'on fait moins les malins quand on est sous terre, en se disant « oui, mais ça, t'as un peu halluciné, etc. » Les trucs sont un peu plus bizarres quand on est sous. Ensuite, eux, les gens des tunnels, ils ont leur propre mythologie. Mais comme on a tous, en tant que société, nos communautés, notre propre mythologie. Et leur propre mythologie à eux, c'est qu'il existerait un deuxième niveau de tunnel, niveau -1, sous le leur, dans lequel se terraient les vrais mole people. Les mole people, ça veut dire le peuple taupe. C'est comme ça qu'on les appelle, les taupes. Et pour beaucoup de gens des tunnels, pas pour tous, mais pour beaucoup de gens des tunnels, les vrais mole people, c'est pas eux, c'est ceux qui vivent encore au niveau au-dessous, qui sont des gens qui sont nés dans les tunnels, qui en sont absolument jamais sortis, qui ne voient rien, évidemment. C'est un peu comme The Descent, c'est un peu des albinos, etc. Et il y aurait à certains endroits des tunnels, et personne ne sait exactement où, une façon d'entrer dans cette espèce de zone encore inférieure. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça.
C'est-à-dire que cette idée que on avait parlé il y a des années le rapport entre la mythologie et la réalité. Cette mythologie, elle est structurante en fait pour eux. Elle raconte beaucoup de choses d'eux-mêmes. D'où la séquence avec JJ qui se balade dans les tunnels. On est avec lui et qui à un moment donné s'arrête sur un tunnel circulaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et il dit mais moi j'ai un peu peur, je vais jamais là. Et lui-même à ce moment-là nous dit mais au fond de ça, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait. Et moi j'avais envie que en fait il y ait deux types de hors-champ dans le film. Il y a le hors-champ évident, classique, qui est la surface, qui est le hors-champ social et politique. Voilà, notre hors-champ à nous, c'est ces gens-là. Hein. Et puis j'avais envie qu'il y ait aussi une sorte de hors-champ métaphysique, la porte de l'enfer, en fait, qui est peut-être là. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne va pas aller y voir. Mais parce que ce hors-champ, il pèse terriblement sur les gens des tunnels. Et donc, c'est un peu, d'une certaine manière, la part irrationnelle, en fait, qui est là. Et je ne sais pas si cette mythologie, elle est vraie ou pas. Tu vois, je ne peux pas te dire, oui, il y a un deuxième niveau, certains y croient, d'autres pas du tout. Quand Rampage dit, oui, mais j'ai croisé des gens qui habitent loin dans le désert du Nevada, ces gamins qui ont une espèce d'aura bizarre. Ah oui, ça c'est des mole people. Bon, par contre, ce que raconte Brandy sur les meurtres, ça c'est vrai. Hein, ça c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Ce couple qui a kidnappé des filles, qui les a emmenées dans le fond des tunnels, qui les a torturées, tuées, ils ont retrouvé des cadavres, ça c'est vrai. Et quand elle dit, après, ça c'est vrai, mais quand elle dit mais j'ai vu arriver une forme, moi je peux pas vérifier. Si ce n'est que j'avais l'impression qu'elle me parlait de Prince of Darkness de John Carpenter, donc j'ai laissé parler, hein, je le dis très bien. Et cette idée d'une forme qui d'un seul coup en fait contient le mal, ça c'est là on ne sait plus si on est dans le documentaire ou la fiction, mais moi ça j'adorais, moi c'est ça qui me plaisait vraiment. Hein, c'est comment l'un se nourrit de l'autre en permanence, quoi. Et peut-être que, alors évidemment, il y a comme tu dis, ce côté mythologique, cet imaginaire d'une forme maléfique, quelque chose, mais peut-être je me dis aussi le fait pour eux de s'imaginer qu'il y a encore pire que leurs conditions, bah, c'est une façon de ne pas se situer tout au fond, peut-être. Enfin voilà, c'est humain, hein, de toute façon. Mais en fait, par rapport à ça, parce qu'on a affaire quand même, malgré tout, à des Américains. Bon, donc ça veut dire des choses. Ça veut dire que c'est pas... moi, je sais que au début, quand on arpente les tunnels, on rencontre tous ces gens-là qui sont dans des conditions, dans des états physiques globalement déplorables et qui n'ont évidemment pas du tout accès aux soins parce qu'ils ont perdu leur carte d'identité. Enfin bon, bref. Donc c'est vraiment les invisibles, comme le dit Brandy. C'est plus que ça. C'est des gens qui n'existent pas en réalité. Quand on passe du temps avec ces gens-là, moi c'est pas la crainte, c'est que la question que je me posais au début pendant les repérages par rapport au film possible, c'est que je me dis bon, je vais être sous terre. Dans des endroits qui sont terribles, avec des gens qui sont au plus bas de leur vie, etc. Non, ça va être un peu lourd, quoi. Et en fait, ce qui m'a convaincu qu'il y avait un film possible, dans le sens où j'étais prêt à passer avec d'autres, avec l'équipe, plusieurs semaines avec eux, il y a deux choses. Un, c'est leur espèce de foi, alors là, proprement américaine, chevillée au corps, que demain sera un autre jour. Hein, phrase évidemment célèbre. Donc ils sont convaincus que tout peut repartir à tout moment, même si c'est une mythologie ou une illusion, peu importe, ça leur donne un éclat, une lumière. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et l'autre chose, c'est ce que dit à un moment Raven, qui prépare du crack dans la tente avec JJ dans cette longue séquence-là. Et lorsqu'elle dit, bon, en fait, ce sont nos décisions qui nous ont conduits là où on est. Je ferai ce film, hypothèse, en France, il y aurait des tunnels sous Paris ou ailleurs. Je veux dire, les SDF me diraient c'est de la faute du gouvernement, de ma mère ou de Macron, quoi. C'est pas de ma faute. Il y a un truc chez les Américains qui est fou, c'est que, mais ça c'est leur attachement à cette question de la liberté, c'est que c'est précisément parce que c'est moi qui me suis conduit dans ces tunnels à cause de mauvaises décisions, ce qui en partie est vrai, en partie est faux, évidemment, qu'ils se disent dans le même mouvement, c'est moi qui m'en sortirai. Ils n'attendent pas de la société, d'aide sociale. Ils ont complètement fait une croix là-dessus. Il y a cette de confiance absolue dans la puissance de l'individu tout seul à monter
ou en tout cas à dépasser les obstacles. Et ça, c'est pas ce qui m'a convaincu, c'est que je me suis dit, ouais, là, ça, c'est cette espèce de foi-là, cette lumière-là, elle est malgré tout chez eux, alors que, évidemment, j'ai rarement vu des gens dans de tels états, mais ils ont un truc quand même. Hein. Et évidemment, ce que tu disais sur la question des histoires qui se racontent, il faut bien comprendre qu'ils sont dans un autre espace-temps, là-dedans, c'est-à-dire qu'elle le dit à un moment donné, Brandy, on ne sait pas quand il fait jour, quand il fait nuit, quand on est sous terre. Quand je vous disais qu'on tournait de 15h à 5h du matin, parce que ça correspond à peu près à leur cycle de vie, hein, donc on est obligé de se coller à ça. Et puis il y a aussi le fait que comment faire pour éviter de penser à sa situation toute la journée. Hein. Ça, c'est donc il y a pas 36 solutions. Il y a la drogue. D'où le fait que tout le monde se drogue à des degrés divers. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins atteints, etc. On le voit, à mon avis, un peu dans le film. Et puis le fait de toujours faire quelque chose. Rudy, par exemple, qui passe son temps à aller chercher des trucs dehors, des contreplaqués, il construit des baraques, etc. Lui, il bosse 10 fois plus que n'importe quelle personne chez Bricorama. Hein. Il pourrait avoir du boulot. Mais il fait tout ça aussi pour ne pas penser à cette situation. Brandy, elle n'est jamais toute seule. En fait, c'est pour ça que c'est des moments précieux quand je la chopais toute seule, de façon un peu une sorte d'introspection, un peu métaphysique, etc. Parce que ça, c'est dévastateur pour eux. Donc, elle passe son temps à faire des trucs, même si les trucs sont inutiles. Réparer une roue, faire un truc, collectionner ses fleurs, monter un rideau. Parce que, comme vous le voyez à la fin, une fois par an, tout est dévasté. Donc, tous les ans, c'est un peu le mythe de Sisyphe, ils refont une chose dont il sait que ça va être intégralement détruit. Alors on se dit c'est complètement idiot, puisque dans les tunnels il y a une inondation une fois par an à Vegas, c'est extrêmement violent, pourquoi ils font ça? Ils font ça juste pour s'occuper. Ils font ça aussi pour s'occuper l'esprit, hein, ne pas penser à, et c'est ce que raconte à un moment Brandy lorsqu'elle dit j'aime pas trop philosopher sur moi-même, j'aime pas trop réfléchir. Bah oui, quand on est dans ces situations-là, c'est redoutable de se mettre à réfléchir sur son passé, la responsabilité, ses enfants qu'on voit pas, comme JJ ou Raven qui a abandonné ses enfants, ou alors Mary. Enfin bon, donc il faut occuper son esprit avec des tâches pratiques et concrètes au maximum en fait. Oui, sur la question de ce que tu expliques sur la liberté individuelle, très américain, etc. Toi qui as réalisé donc, dans We Blue It, finalement, tu as filmé, si je dis pas de bêtises, c'était pendant la première campagne présidentielle de Trump. Et donc, voilà, c'était intéressant parce qu'on pressentait des choses qui se passaient dans le peuple américain, l'Amérique profonde, d'une certaine manière. Et je trouve que là, ce film-là, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il vient aussi... Alors, il arrive un moment où l'Amérique est donc à nouveau sous le mandat Trump, et on a l'impression que voilà, tout ça s'aggrave d'une certaine manière en termes de creusement des inégalités. Enfin, ça a toujours été le cas aux États-Unis, mais on a cette sensation que ça ne peut que empirer. Et j'ai cette impression que le film arrive à un moment où il va illustrer finalement une espèce de tension extrême entre le haut avec toutes ces néons, ces richesses, etc. et puis la pauvreté extrême en bas. Enfin, j'ai l'impression qu'il ramasse un peu ça. Et je crois que dans le film, à un moment donné, quelqu'un parle de Trump justement et dit oui, mais c'est bien en fait d'avoir quelqu'un en gros qui a, je sais plus comment c'est formulé, mais qui a des couilles. Qui a des couilles, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et c'est formulé exactement comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Et est-ce que toi, par rapport à ça, est-ce que de toute façon, le film, tu as commencé à le travailler avant l'élection de Trump? Non, alors en fait, cette question-là, elle est intéressante parce qu'en fait, nous, on a commencé le tournage. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une élection tous les 4 ans. Donc, on se retrouve très vite quand on tourne à un moment de campagne. Et parfois, ça peut être des campagnes pour des sénateurs, un gouverneur, les Américains. Il ne faut jamais oublier, hein, c'est comme un peuple qui est très démocratique. Moi, politique, je ne sais pas, mais très démocratique. Ils sont toujours en train de voter, d'élire, on élit les juges. Donc dès qu'on est dans un petit comté, vous savez, aux États-Unis, à n'importe quel moment de l'année, il y aura toujours ces petits trucs, vous savez, plantés dans les pelouses, où on est en train de militer pour tel ou tel candidat. Alors ça peut être un shérif, un maire. Donc ça vote sans arrêt aux États-Unis. Donc c'est toujours en campagne, en réalité. Et là, moi, je suis tombé pendant la 2e campagne de Trump. Alors après, tu dis ça aggrave. Oui et non, parce que Brandy, elle est rentrée sous Obama. Hein, mais ils sont là depuis longtemps, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, très honnêtement, démocrate, républicain, ça change absolument rien. Et moi, ça m'amusait d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que Trump a été réélu par le peuple. Donc il est majoritaire, et qu'il a été réélu par des gens qu'il avait déjà vu gouverner une première fois.
Donc c'est en toute connaissance de cause que une majorité des Américains, et même cette fois-ci, il a eu le vote populaire, ce qui n'était pas arrivé à des républicains depuis des lustres, ont voté pour Trump en toute connaissance de cause. Et moi, ça m'avait vraiment frappé dans l'entre-deux élections, combien le Trump, et là, j'y suis retourné plusieurs fois depuis, ne perdait quasiment rien, ce qui est rarissime en fait en termes d'électorat par rapport à son élection. Regardez en France par exemple, un président est élu, au bout de 200 jours il est dans le caniveau. C'est effrayant. Trump, pas du tout. Et ça m'amusait que ce soit Kane, qui est donc le noir à la tête rasée, qui défende Trump, parce que c'est vrai, toujours pareil, c'est quand on voit les États-Unis depuis la France, en fait, je pense fondamentalement qu'on comprend à peu près rien en fait, à ce qui s'y passe. Et c'était intéressant que ce soit lui qui mette ce sujet sur la table. Parce qu'a priori, on se dit, il est homeless, il vit dans les tunnels, il est noir. Comment ce type peut voter républicain ? Et quand aux États-Unis, on ne se pose pas cette question-là. Mais nous, en France, ça nous semble incroyable. Hein. Il est homeless et noir, qu'est-ce qu'il va voter pour républicain ? Et bien en fait, et ça raconte aussi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la campagne présidentielle cette année, mais c'est très intéressant de voir comment se sont répartis les votes américains, et notamment les votes des minorités. Une des grandes surprises de cette année, alors évidemment, il y a eu la campagne catastrophe de Kamala Harris, Biden, enfin on sait cette histoire-là, mais ce qui a été très frappant, ça a été de voir la montée notamment pour Donald Trump du vote noir et latino, afro-américain et latino. Et ce que les démocrates n'avaient pas du tout pour le coup prévu, pensant que, d'ailleurs au nom d'une essentialisation, on est noir, on n'est que noir, et n'étant que noir, on est démocrate. Or non, il y a un moment donné, le noir, il est aussi américain, et le latino de la première génération, il s'est intégré. Il est devenu américain et c'est même lui le plus violent à l'égard des nouveaux qui viennent du Mexique et de Cuba. Et donc, ils ont été, d'une certaine manière, le vote a révélé le fait que la question des origines ethniques, notamment, ne suffisait plus en fait à faire cette base de vote pour les démocrates, et qui par ailleurs avait fait une campagne assez faible. Et moi, ça m'intéressait de jouer avec ces paradoxes, ou en tout cas ces choses totalement inattendues par rapport au lieu commun que n'ont pas les Américains, mais que nous on a en fait depuis la France en fait. Alors, peut-être une dernière question, et puis après on passera peut-être dans le public. Ouais, comme je disais, on passe beaucoup de temps avec ces gens et on s'attache d'une certaine manière. Voilà, et je me disais, à la fin du film, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait finalement ? J'imagine que tu as gardé des liens. Est-ce que eux, ils ont des nouvelles du film ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? En fait, je te dirais que nous, quand on part on part du tournage, donc après on se retrouve pendant quasi une petite année, hein, on monte pendant 7 mois, et puis la post-production, etc. Et moi, la chose que je voulais le plus faire, en tout cas qui m'inquiétait le plus, c'était de leur montrer le film. C'est même les gens, pour moi, les plus importants. Je suis très content de projeter en festival ou ailleurs, que des critiques n'aiment pas, mais ça pèse rien par rapport au point de vue des gens des tunnels sur le film. Hein. Et donc, moi, je suis retourné. En fait, le film a été présenté à La Rochelle au festival, et très peu de temps après, je suis retourné à Las Vegas pour leur montrer. Le film, au début, j'avais un peu l'espoir de pouvoir faire une projo dans les tunnels avec une sorte de drap. Brancher un vidéo proche, mais on peut rien faire, enfin il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Donc en fait je suis resté 4 jours avec eux, et donc ils ont vu sur des iPads un peu grands en fait le film en boucle, etc. Donc ça leur a plutôt plu, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que en fait certains d'entre eux, la plupart mentent à leur famille. En fait, que leur famille soit dans le Wyoming, en Louisiane ou en Californie, peu importe, ils ne leur disent pas la vérité sur leur situation réelle. Ils leur disent, moi je travaille dans un casino, dans une supérette, dans un diner, ça va, etc., etc. Et en fait, beaucoup se sont servis du film, je leur ai envoyé un lien pour qu'ils l'envoient à leur famille et leur dire, tu sais, ça fait 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, en fait, que c'est ça ma vie. En fait, à Vegas, et c'est pas du tout une vie agréable ou apaisée en fait à Las Vegas. Et donc moi j'y suis retourné régulièrement depuis, et même il y a encore quelques semaines, et je prends de leurs nouvelles. À la fois rien ne bouge,
parce que c'est ça qui est terrible, hein, c'est que moi je pense que les 98% des gens que vous voyez là, ils mourront évidemment dans les tunnels. Il y a Captain, celui dont je vous parlais, le parrain, entre-temps, lui s'est fait arrêter parce qu'il se cachait dans les tunnels pour trafic de drogue. En fait, il fuyait la police, c'est pour ça qu'il était planqué. Et il s'est fait arrêter, donc pour trafic de drogue, et pas un trafic monstrueux, attention, on ne parle pas de cartel, hein, trafic de drogue, il a pris 25 ans, donc lui, il ressortira plus jamais. Raven, celle qui prépare le crack avec JJ, la copine de JJ, elle est morte il y a 3 mois. Elle a eu une espèce d'infection fulgurante. Donc elle avait 34 ans et en fait les ambulanciers ils l'ont amenée au bord du tunnel, mais ils n'ont pas eu le temps de venir tellement l'accès au tunnel est vraiment très 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 compliqué. Et donc quand elle a été sur le brancard, elle est tombée dans le coma et puis ça a été fini. Et puis voilà, donc en fait à chaque fois qu'on y va, un mois de notre vie à nous, c'est 1 an de leur vie à eux, hein. Quand on les voit, le vieillissement, enfin c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et là, je les ai prévenus il y a 2 jours ou 3 que le film sortait en France, parce que par moment, ils ont accès aux réseaux sociaux. Donc c'est sûr que ça leur fait évidemment bizarre, hein, et notamment Brandy qui voit sa tête partout sur les réseaux sociaux à cause de l'affiche, hein, elle est sur l'affiche. Donc mais ils sont très curieux, très contents en même temps, et donc ils prennent des nouvelles. Et moi, ce que je vais faire, c'est que il y a Scott, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Scott, celui qui a ses batteries, qui part en centre de réhab à la fin, hein, en espérant que ça va bien se passer avec sa copine. En fait, il est parti. Pour lui, ça s'est bien passé, pour elle un peu moins. Et un de leurs amis, en fait, a proposé de les héberger, non pas dans un petit appartement de Las Vegas, en disant « Attendez, allez, je vous prends un peu avec moi ». Et en fait, cet ami-là, avec beaucoup de guillemets, avait des vues sur Ashley, donc elle est restée avec cet ami-là et lui est reparti dans les tunnels. Donc quand je l'ai revu, il était complètement déprimé, Scott. Et donc l'idée, c'est que je vais l'embaucher moi sur mon prochain film qui sera tourné aux États-Unis, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est avec eux, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on peut concrètement, même à notre micro-échelle, en fait, aider ces gens-là. Nous, à la fin du tournage, on les a rémunérés. Je ne voulais pas les payer au début, et à la fin, on leur a donné de l'argent. Mais je sais que ça ne sert à rien, parce que cet argent-là, en gros, il part dans le casino ou la drogue. Et la seule façon d'aider ces gens-là, c'est de leur donner un truc à faire, très concrètement, et de les sortir de Las Vegas. Parce que Las Vegas, c'est une ville redoutable pour ça. Et donc, avec Scott, je suis allé le voir là, justement, pour lui dire, bah, écoute, tu vas venir sur le prochain film. Il était très content. Je dis, il faut que tu sois clean. Hein, pas de problème de drogue, etc. Je ne suis pas l'armée du salut. Et donc, on va l'embaucher sur le prochain. Bah merci, écoute, merci Jean-Paul. Peut-être une question de la salle. Il y a quelqu'un là-haut. Rebonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Juste 3 petites questions, mais 2 rapides. Est-ce qu'à un moment j'ai cru, ou je me trompe, voir, il y a peut-être différents plans d'autres films, et est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas Casino de Scorsese avec toute cette bande de gros Américains qui rentrent dans le casino un peu suréclairé? Ah oui, bien sûr. C'est dans la séquence où, en fait, au moment où JJ fait en fait la manche, hein, et cette espèce de montage très rapide, on pourrait dire un peu une sorte d'overdose de la société de consommation, hein, qui renvoie à l'overdose de la drogue, qui donne un peu envie de vomir de toutes ces images. Moi qui ai passé beaucoup de temps à Las Vegas, il y a un moment où on n'en peut plus de la surface. On n'en peut plus de voir les gens qui déambulent, on n'en peut plus du déchet, de la consommation, de la superficialité, des sodas, de la vulgarité. En fait, mais quand je parle de ça, je ne parle pas de Vegas comme d'un autre monde, hein, je parle de Las Vegas comme de notre futur, peut-être même proche. Donc, c'était pas possible, enfin, si c'était possible, mais j'avais quand même très envie, à un moment donné, de citer Scorsese, parce que pour moi d'abord c'est peut-être mon film de Scorsese préféré. Il y en a plein de super, hein, mais bon, Casino est pour moi vraiment, voilà. Et surtout parce que d'une certaine manière, Casino a raconté le passage d'une époque à une autre dans laquelle moi je m'inscris. Tous les gens qui feraient, bien sûr. C'est-à-dire que moi, le Neon People, il vient après ces plans de gens obèses en pyjama qui arrivent dans le casino. Parce que vous avez tous vu Casino ?
Ça raconte justement le passage du fameux Las Vegas Old School dont je vous parlais, Fremont, El Cortez, le Bignon, le Golden Nugget, le vieux Las Vegas, vers le Las Vegas de la société de consommation d'aujourd'hui qui se passe en gros au début des années 80. Donc on passe d'un Las Vegas plutôt élégant où on écoute Dean Martin, Ace Royston, Robert De Niro dans le film, au Las Vegas d'aujourd'hui où on a Katy Perry, des pyjamas et des M&M's qui dansent partout, quoi. Donc je me suis dit c'est intéressant parce que Casino et Scorsese, c'est un vrai film, c'est un film funèbre, hein, Casino, hein. Et je me suis vraiment dit que c'était très important en fait de le citer, et précisément ce plan qui d'ailleurs lui-même est une référence aux zombies de George Romero. Hein. Donc voilà, donc le plan, c'est pas grave s'il n'est pas repéré, vous l'avez repéré, je suis très content, mais voilà, c'était ce plan encore une fois qu'on a piqué, etc. Donc voilà, ça c'est pour les références, c'est pas vraiment une référence, mais quand même, quoi. Juste pour savoir, l'homme rencontré la première fois pour We Blue It, je crois, sur le strip ou je sais plus quoi, eu l'occasion de le revoir ou pas? Non, jamais. Non, plus jamais. Non, vous savez, le problème des tunnels ou même de tous ces homeless là, c'est qu'en fait, d'abord, ils n'ont pas de, quand ils ont un téléphone, c'est rarissime, ils changent de numéro parce qu'ils changent de carte. Ils n'ont pas de domicile, évidemment. C'est quand même un milieu violent. Donc en fait, moi je sais qu'entre le moment où j'ai fait les repérages et au moment où j'ai fait le tournage, il y a des gens qui ont disparu entre temps que j'espérais revoir, et un ou deux qui sont arrivés de nouveau. Par exemple, il y en a un que j'aimais beaucoup, qui apparaît en graffiti dans le tunnel, qui s'appelle M-Dot. M-Dot, quand je suis en repérage, il fait partie pour moi des 7-8 personnages qui vont être des personnages centraux du film. Il y a Brandy, il y en a d'autres, mais M-Dot est de ceux-là. M-Dot, c'est un ancien membre des gangs, sans doute du gang le plus dangereux de Détroit des années 80, il avait à peu près 45 ans, il avait déjà passé 25 ans en prison pour double meurtre à Détroit. Mais je me suis très bien entendu avec lui, et mec super, formidable, et donc qui avait envie de participer au film, etc. Bon, je reviens quelques mois plus tard au moment du tournage, j'arrive dans la communauté, je lui dis mais il est où M-Dot? Et il me dit ah bah M-Dot il est en prison. Qu'est-ce qu'il a foutu? Et donc il avait eu la mauvaise idée ou la bonne idée de braquer un casino entre le moment des repérages et du tournage. Bon, braquer un casino à Vegas, faut vraiment, il avait bu. Hein. Donc voilà. Et donc là, j'ai essayé à ce moment-là d'aller le rechercher. Donc j'ai retrouvé sa trace en prison. Il était dans une prison d'une cour fédérale de Nevada. Donc je suis allé le voir, j'ai fait des demandes, des démarches, etc. Mais j'ai jamais pu convaincre l'administration judiciaire américaine, en fait, non seulement de le laisser sortir pour le filmer, même sous surveillance policière, et j'ai jamais pu les convaincre non plus d'aller le filmer en prison dans sa cellule. Vraiment, j'ai tout essayé. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai revu il y a quelques mois, et il est ressorti, il est bossé comme cuistot. Mais vous savez, c'est des trucs de réinsertion, encore sous contrôle, etc. Mais il y a notamment les casinos qui emploient beaucoup de monde à Las Vegas, avaient accepté de le prendre, faire de la plonge en fait dans un casino qui s'appelle le Circus, qui est le casino des Latinos à Las Vegas. Et donc il allait plutôt bien. Et je me suis dit tiens, c'est bien, il est reparti, etc. Et j'ai encore appris récemment qu'il a encore fait une connerie, qu'il est à nouveau en prison. Donc voilà, il y a lui, je regrette par exemple de ne pas pouvoir l'avoir dans le film, quoi. Okay. Ma dernière question, c'était à la fin les regards caméra. Ça me rappelle, alors je sais pas si c'est dans We Blue It ou plutôt le film Blue It, oui. À la fin où on force. Et pareil, ils ont dû rester 5-10 minutes jusqu'à ce qu'il y ait la bonne émotion. Pareil, c'est la signature. Je leur ai fait subir le même cauchemar. En fait, pourquoi ça? Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours le sentiment que quand on demande à quelqu'un de regarder la caméra pendant 5, 7 ou 8, 9 minutes, il y a quelque chose peut-être que je me trompe, mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose de la vérité de ces gens-là qui arrivent. Au début ils se contrôlent, ils font attention, et au bout de 2-3 minutes il y a quelque chose qui arrive, et c'est ça qu'on chope. Et moi j'aime beaucoup ça. La deuxième chose, c'était le noir et blanc. Voilà. Ça m'amuse toujours de travailler sur le noir et blanc et la couleur. Et le noir et blanc, là, des portraits de fin, était pour moi une manière, alors je ne sais pas du tout si on peut le capter maintenant ou pas, en fait, de rapatrier l'imaginaire de la dépression, et notamment des photos de Walker Evans et Dorothy Lange. Avec cette idée qu'en fait, c'est dans les tunnels aujourd'hui, mais en fait, c'était déjà pareil dans les années 30, et c'est une histoire sans fin, cette question des gens déclassés, les victimes, on pourrait dire, du capitalisme, évidemment, de plus en plus agressif. Donc c'était
eux-mêmes de les réinscrire dans une longue histoire des SDF et des hobos américains, et d'où évidemment cette espèce de noir et blanc qui est vraiment une référence très directe aux photographies de Dorothy Lange, etc. Et la dernière chose, le noir et blanc, ça me permettait aussi, le noir et blanc c'est quand même la couleur du passé, et c'est un peu dur, mais je pensais qu'en les montrant en noir et blanc à la fin, je leur montrais déjà le fait qu'ils étaient au seuil de la mort, d'une certaine manière. C'est déjà des gens qu'on regarde au passé, parce que je sais, et eux le savent sans forcément se l'avouer, qu'ils vont mourir dans les tunnels. Oui, d'abord, merci Jean-Baptiste, c'est absolument magnifique. Merci et terriblement humain. On démarre avec Brandy, on finit avec elle. J'aimerais dire qu'elle a encore quelque chose, peut-être c'est elle qui a encore plus d'humain, d'amour, et d'ailleurs le chien, Rollo. Et je pense que quand on a de l'amour, on est encore capable d'être responsable. Elle a suffisamment de force pour être responsable de ce chien. Est-ce que tu as vu une petite différence entre les femmes et les hommes dans ces tunnels? Est-ce que tu as vu encore un peu plus de force encore présente quand même chez ces femmes pour essayer de retrouver une possibilité? Oui. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Même s'il faut le dire, il n'y a pas de femme seule dans les tunnels. C'est impossible pour une femme de survivre seule dans les tunnels. Déjà, pour un homme, c'est compliqué. Il faut forcément, et ça, il y a un côté, pour le coup, très fordien, c'est que c'est l'Amérique. Donc, en fait, il faut appartenir à une communauté. Et une femme qui n'appartient pas à une communauté, c'est ce qui est arrivé à sa fille Ariana, par exemple. À un moment donné, elle a été kidnappée, violée, vendue. Elle a vécu l'enfer, cette femme qu'on voit à la fin qui revient, qui est une des très rares qui s'en est sortie en réalité. Et donc, oui, Brandy, ça a été le pilier pour moi du film. D'où le fait que le film est quand même écrit à partir d'elle, et que le film se termine sur l'arrivée de sa fille et de sa petite fille, et jusqu'à ce plan de fin où la petite fille dort, et on se dit, parce que la petite fille, elle ne sait pas que Mamie Brandy habite dans les tunnels, on ne va pas lui dire à 4-5 ans, c'est pas possible. Donc elle débarque à Las Vegas, une fois ou deux par an avec sa mère, pour voir la Mamie Brandy, on ne sait pas d'où elle sort. Ils vont passer une nuit ou deux dans un casino de Las Vegas. J'avais envie de terminer, à la fois c'est un peu moins déprimant de terminer avec cette génération qui arrive, et j'avais aussi envie de finir le film avec cette image de quelqu'un qui dort, qui rêve, et me disant, on ne sait pas, elle rêve alors que, évidemment, sa mère parle des cauchemars qu'elle fait. Et je me suis dit, c'est aussi une manière finalement de dire, mais est-ce qu'on ne vient pas de voir pendant 2h04 le cauchemar de nos sociétés, ou alors est-ce que c'est un rêve? Et c'était important de terminer sur cette image de la petite gamine qui dort. Bonjour, et puis Bonjour. Merci. Je voudrais dire d'abord qu'on se sent un peu inhibé à prendre la parole après ce film, et même après bien sûr. Et après les expériences dont vous nous avez fait part, même après la projection du film. Moi, je me sens toute petite, personnellement. Je voulais juste dire à propos de ce passage aussi qui m'a marqué concernant la mention de Trump. D'abord, je me souvenais pas du tout dans mon souvenir, il n'était pas noir, c'était pas du tout ce personnage-là. Il est éclairé en bleu, c'est pour ça. Peut-être vous vous êtes dit, il est pas noir, mais en fait, il est noir éclairé en bleu. D'accord, alors c'est peut-être effectivement trompeur, c'est peut-être ça qui m'a induite en erreur, effectivement. Et donc, comme j'avais vu le terme rednecks, je suppose que vous l'aviez filmé intentionnellement, il y avait un panneau de signalisation Bangway tout au début du film, et puis il y avait ce rednecks qui fait référence aux petits blancs, qui sont eux effectivement très trompiens, par essence, par définition, c'est son électorat. C'est son terrain de prédilection, je dirais, lors de ses campagnes électorales. Mais moi, ce qui m'a marqué dans son intervention pour Trump, c'est qu'au fond, c'était plutôt une sorte de ciment. Enfin, on a l'impression que ce non-rejet de Trump était intimement lié au rejet de la Chine. Et donc on se trouve comme ça des ennemis qui viennent renforcer des solidarités en fait qui n'existent pas du tout, ou qui sont complètement illusoires. On délègue en fait, on transfère ce rêve sur la figure de Trump qui incarne une forme de puissance comme ça immense, enfin colossale. Et ça c'est très impressionnant quand même, cette façon
envers et contre tout, je suis américain et donc je suis trumpien et je lutte contre des forces étrangères en fait qui sont des forces obscures et qui menacent l'Amérique profonde. Mais après, vous savez, ça c'est un vieux truc, mais pas que de l'Amérique. Hein. La fabrique de l'ennemi, la fabrique du bouc émissaire. On a parlé longtemps de cinéma ici. Je veux dire, on connaît ce texte très très célèbre de Serge Danet sur le Jaws de Steven Spielberg, lorsqu'il explique à quoi sert le requin, à fabriquer un collectif de trouille. Voilà. Donc les requins, on en produit tous les ans, du requin. Même en France, chacun a ses requins. On soude artificiellement une communauté en dressant une menace supérieure. Ça, c'est un vieux truc. Mais ce que raconte à ce moment-là aussi lui, c'est que parce qu'il parle de la Chine. Moi, je pense que le vrai sujet de son intervention de Kane, enfin donc l'Afro-américain, le noir, c'est pas la question de la Chine. C'est quand il lui dit Trump, il a des couilles. Ça veut dire que c'est la question viriliste, le vrai sujet. Ça aurait pu être la Chine, le Venezuela aujourd'hui. Ouais, en fait, il s'en fout. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une des raisons majeures de la réélection de Donald Trump, ça a été la réaction à ce qu'on appelle le wokisme. Il y a eu on se rend pas compte, moi qui ai passé beaucoup de temps aux États-Unis pendant ce temps-là, combien à un moment donné le wokisme était dominant mais était totalement minoritaire, et on sait bien que quand l'écart entre le dominant et le majoritaire est trop fort, ça pète. Et donc l'opposition au wokisme a été un des moteurs très puissants du vote pour Donald Trump. Et le wokisme, compris par un passage comme Kane, comme une espèce de remise en cause de la masculinité, des hommes et des femmes, des rôles, du patriarcat, etc. Quand il parle de couilles, c'est ça qu'il faut entendre. C'est que le wokisme est quelque chose qui a été tellement majoritairement, à un moment donné, enfin c'est le retour de bâton, rejeté, que ça produit, vous voyez, ce genre de remarques, et ça explique, à mon avis, en partie, en fait, le vote, quoi. Quand on parle de la différence entre la réalité et le monde du spectacle, vous avez choisi Las Vegas, mais moi j'ai déjà vu, et je connais des gens qui y sont allés à Hollywood. Et Hollywood, les rues sont remplies de tentes et de SDF aussi. Et ça me paraît aussi, pour parler de la différence entre le monde du rêve, du cinéma, il faut savoir que la rue avec toutes les étoiles au sol, c'est rempli de gens qui crèvent, même le trottoir, et le glamour d'Hollywood, et ça, donc effectivement Las Vegas, peut-être parce que vous avez eu l'opportunité, vous en avez entendu parler, moi j'avais vu un reportage sur ces gens qui vivaient dans les tunnels, c'est certainement le journaliste dont vous avez parlé à l'introduction, sur internet, mais vous auriez pu aussi le faire avec cette ville-là. Parce que Hollywood, c'est vraiment... Dans les années 80, c'était pourri par les gangs, et maintenant, c'est pourri par les... Il y a des gens qui... n'importe quel touriste qui filme peut pas éviter de filmer des kilomètres de tentes sur les grands boulevards, quoi. Donc voilà, je voulais ça, ça pourrait vous inspirer ouais. Alors ces tentes, en fait, c'est pas Hollywood, sur Hollywood Boulevard, qui est plutôt au nord de Los Angeles, c'est dans le quartier de Downtown, c'est Little Tokyo Art District. C'est là que, à Los Angeles, on a quasiment laissé tomber des blocs entiers, des terrains de la ville, en fait, aux homeless, donc qui sont les gens de la surface en réalité. Et Hollywood Boulevard est l'endroit le plus miteux de Los Angeles. Los Angeles est une ville démente où il y a du cinéma partout, sauf à Hollywood, mais c'est là que se pressent les touristes parce qu'ils ont entendu parler du Walk of Fame, etc., etc. La question, en fait, oui, c'est vrai, mais la question des homeless, elle est partout. Moi, à Las Vegas, au nord de Las Vegas, il y a pareil des blocs entiers qui sont occupés par des sans-abri. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le fait d'aller dans le tunnel, d'abord, c'est que dans les groupes de homeless dont vous parlez, il y a beaucoup moins un effet communautaire, en fait, en réalité, que dans les gens des tunnels. D'abord, ils sont beaucoup plus nombreux à la surface des villes que sous terre. Et puis il y avait quelque chose qui, moi, me semblait, je dirais presque esthétiquement, architecturalement tellement incroyable, d'avoir dans le même plan le haut et le bas, et se dire que ces deux humanités qui s'ignorent, il y a une indifférence totale de l'une à l'égard de l'autre, alors qu'en réalité, les gens des tunnels, c'est des gens comme vous et moi qui
à la faveur d'un accident, d'un chômage, etc., sont tombés. On est aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on chute, on monte très vite et on chute très vite. C'est ce que raconte Scott à un moment. Scott, il était directeur, chef de sécurité du Bellagio, un super appartement. Sa copine Ashley, qui était dans un strip club, gagnait beaucoup d'argent. Enfin, tout se passait très très bien. Donc vraiment, ceux qui réussissaient, on pourrait dire à Las Vegas, il sort d'un restaurant, il se fait percuter, et là, il se rend compte qu'il a oublié un truc majeur, c'est l'assurance santé. Alors c'est pas comme... C'est le contraire de nous. Nous, on est plutôt une société qui fonctionne sur le médian. On écrase ceux qui montent et on monte ceux qui descendent. Les États-Unis, c'est tout le contraire. Et donc là, en quelques semaines, en fait, il se retrouve, voilà, il vend ses affaires, il vend ses voitures. Tout coûte extrêmement cher. Hein. Si vous voulez faire une radio aux États-Unis, c'est plusieurs milliers de dollars. Quand vous faites beaucoup, bon, moi, j'ai fait très souvent le vol, par exemple Paris-Los Angeles en avion, et je tombe très souvent sur des Français ou des Belges qui retournent 2-3 jours en France ou en Belgique uniquement pour faire des examens médicaux, une radio, etc. Ça leur coûte moins cher, en fait, de payer l'avion, d'arriver, de prendre 2-3 nuits d'hôtel et d'aller avec leur assurance santé se faire une radio ou un scanner, que de payer 8 ou 10 000 dollars là-bas. Donc ça, c'est vraiment fréquent dans les avions, notamment France et États-Unis. Donc voilà, après, la question esthétique, pour moi, était quand même capitale, parce qu'en fait, à la fin, on fait un film. On ne fait pas un essai, on ne fait pas un reportage télé. À la fin, on fait un film. Et moi, ce qui m'intéressait évidemment le plus, c'était cette espèce de pas de paradoxe, mais donner en fait à des gens qui sont dans cette situation-là, en fait, l'image, j'ai envie de dire, la plus mythologique possible. Parce que quand on va dans les tunnels, d'où l'importance de ce plan à la fin où on voit Brandy qui a filmé l'inondation, voilà à quoi ça ressemble vraiment les tunnels. Si j'avais filmé avec une caméra et j'avais fait une image dégueu, ça aurait ressemblé à ça. Hein. Et or on sait, bon ça c'est les vieux débats qu'il y a, notamment c'est très français, le réel, l'esthétisation, la forme, etc. Et en France on a plutôt le réflexe de se dire gens pauvres, image dégueulasse. Gens pauvres, image pauvre. Et moi je trouve ça immonde. Donc je me suis dit il faut faire tout le contraire. C'est précisément parce que c'est des gens pauvres qu'on va leur donner un écrin de cinéma. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de filmer Brandy comme on filme Nicole Kidman? Je dirais que éthiquement, il faut esthétiser. Moi, c'est vraiment, je pense, l'exact contraire de ça. Donc c'est pour ça que la question esthétique, en fait, elle était capitale pour moi dans le film. C'était vraiment en faire des personnages. Et quand je parle de dimension mythologique, c'est vraiment pour ça en réalité. Et moi-même, et c'est vrai de Colin, de tout le monde, qu'on rentrait nous le matin et qu'on voyait les rushs, et on était en fait nous-mêmes surpris par la puissance des visages de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025, je connais quasiment pas d'acteurs, notamment dans le cinéma français, qui ont cette puissance-là. Et moi, après, ça nous a marqué pendant plusieurs semaines en disant, mais attends, si on doit faire aujourd'hui, on parle des acteurs français, mais c'est des gastéropodes à côté, quoi. Je veux dire, la puissance de ces gens-là. Et parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils connaissent autre chose, parce qu'ils sont marqués. Et ça, la caméra, leur visage et la caméra ne ment pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et j'ai eu beaucoup de mal, dans les jours qui ont suivi, à voir des téléfilms ou des films avec des acteurs d'aujourd'hui. En me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont fadasses, ils ne renvoient rien. Alors que Brandy, je pourrais la filmer 4 heures en gros plan, c'est phénoménal. Donc... voilà, et pourtant, ce ne sont pas du tout des acteurs. Hein, mais l'idée, c'était que l'esthétisation, c'est-à-dire que le travail sur la mise en scène, sur le scope, etc., en fait, lui redonne de la dignité et ne soit pas redondante par rapport au statut. Comme t'es pauvre, on va filmer avec une caméra dégueu, trembler, pas de photos, etc. Ça, je trouve ça... Donc moi, je pense que l'esthétisation, elle est éthique. Alors, on prend peut-être une dernière question. Ouais. Okay. Alors, je voudrais d'abord dire que je vous ai écouté avec délectation parce que tout ce que vous avez présenté comme étant l'objectif de votre film, je l'avais presque vu comme vous l'avez expliqué. C'est pas à peine que je parle alors. Presque. Ben, merci beaucoup. Et justement, le dernier point que vous soulignez, moi il y a un plan que j'ai retenu, c'est celui où Brandy est en train de préparer son panneau, enfin, que vous avez travaillé presque comme un tableau de Georges de la Tour. C'est magnifique. Ah, merci beaucoup. Et c'est exactement ce que vous avez expliqué à l'instant. Et il y a une autre chose dont vous n'avez pas parlé, qu'il m'a semblé voir dans la façon dont vous avez construit le film, c'est la recherche systématique
de frontières, de limites entre les deux mondes. Et évidemment, Las Vegas s'y prête parfaitement, mais vous l'avez fait avec un plan de nuit en altitude où on a une limite entre la lumière et le noir. Et je sais qu'il y a des photographes qui ont travaillé ça, non pas la nuit, mais le jour, avec la limite entre ce qui est vert, les jardins des petites maisons arrosées en périphérie, et le jaune du désert qui est juste autour. Et je me demandais si vous aviez effectivement pensé à ça. D'abord, en fait, quand on est dans une ville comme ça, parce que c'est toujours la même chose, c'est que quand on part faire, disons que quand le geste de départ, il est documentaire, il faut être un peu obsédé, c'est-à-dire par ce qu'on a envie de faire, par ce qu'on a envie d'en dégager. Il ne faut pas perdre de vue, en fait, cette idée notamment des motifs. Bon, la question de la frontière dont vous parlez, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, elle est esthétiquement, j'ai envie de dire, ce qui doit guider le film. Hein, comment est-ce qu'on franchit la frontière? Est-ce qu'on a une chance, une fois qu'on est d'un côté, de revenir de l'autre côté? Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté, ils regardent ce qui se passe, etc. Donc à partir de là, évidemment que je peux être que d'accord avec vous, hein, pour l'avoir un peu fait, c'est que l'idée, c'est en permanence de multiplier, je dirais presque graphiquement, les effets de passage d'un monde à un autre, mais c'est pas uniquement je passe du tunnel à l'extérieur, hein, c'est que je suis toujours séparé d'une forme d'humanité. Hein. Mais même quand Brandy fait la manche, il y a ces essais de petits plots, on ouvre la vitre. Je veux dire, c'est quoi la communication très concrète entre ces gens-là? Donc on va applaudir l'un parce qu'il a ouvert sa vitre, il a donné $1 et il a remonté. Et donc, après c'est évidemment le côté graphique. Et évidemment d'une ville comme Las Vegas qui est extraordinaire en fait évidemment pour ça, parce que c'est notamment une ville couchée comme Los Angeles, donc on peut beaucoup s'amuser, j'ai envie de dire, pour retrouver en fait tous ces motifs en permanence dans la ville et les marquer. Mais les frontières, elles sont partout, hein. C'est sortir du tunnel dans le wash, franchir la grille. En fait, ce n'est qu'une histoire de frontières en fait, entre le haut et le bas. Et jusqu'au scope, j'ai peut-être pas dit un mot quand même du scope, indépendamment de la dimension esthétique mythologique. Je dis ça parce que c'est des questions qu'on peut se poser parfois au début. C'est très important le choix du format. Enfin, ça doit l'être à mon avis. Et quand on débarque dans les tunnels c'est à peu près un format carré, grosso modo. Et donc on peut se dire, au premier abord, bon bah comme les tunnels sont carrés, je vais prendre en gros un format carré, ou approchant. Voilà, un 37, peu importe, un format approchant. Ça c'est la vérité. Enfin, non, c'est pas la vérité, c'est le réel. Autrement dit, moi, quand je suis dans les tunnels, je suis dans un format carré. Et les gens qui se déplacent sont dans un format carré. Donc je me dis, on va tourner un format carré, etc. Vieux truc basinien, il suffit de prendre le réel, j'aurai la vérité si je chope le réel. Et là, je me dis, mais le problème, c'est que si je filme les tunnels en carré, en 4/3, les personnages sont tous au centre des tunnels. Ils vont être de fait centrés parce qu'ils sont dans un carré. Donc, je suis juste du point de vue, on pourrait dire, de leur situation physique, mais je suis faux du point de vue de leur rapport à l'espace, qui sont toujours en déséquilibre, ils ont peur de ce qui vient devant, de ce qui vient derrière. Donc le centrage produit une forme d'assurance d'un personnage dans l'espace, comme s'il le maîtrisait, comme s'il en était le maître. Or, ce qu'ils vivent, c'est tout le contraire. On est dans le noir, on ne sait pas ce qu'il y a par terre, on ne sait jamais quelle sera la minute d'après, etc. Donc je me suis dit, il faut au contraire, par un artifice qui est le scope, parce que personne ne regarde le monde en scope et eux ne sont pas dans un scope, mais le scope va me permettre de retrouver la vérité de leur situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en passer par un pur artifice qui est le format scope, hein, dont Lang disait c'est pour les enterrements et les serpents, pour retrouver en fait la vérité de leur situation. Et ça c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose. Moi je sais qu'avant de partir en tournage, j'avais revu The Descent, je ne sais pas si c'est un film qui vous dit quelque chose, hein, qui est un film d'horreur de 2012-2013 qui se passe dans des grottes, dans les montagnes des Appalaches, et esthétiquement ça posait des problèmes passionnants, à savoir je ne filme que des grottes qui ressemblent à des torboyaux. Comment je fais pour filmer ça? Et comment je fais pour rendre compte de la paranoïa, de l'angoisse, de la peur qu'on a à être là-dedans? Eh ben, il faut pas filmer en carré, il faut filmer en scope, et c'est aussi une des raisons en fait du choix de ce format. Comme quand on est dans les tunnels, on a vraiment travaillé pour qu'il y ait des vrais noirs, par exemple. L'idée, c'était que la majorité en fait du plan, 95% du temps, est plus occupée par du noir que par de la lumière, parce que c'est leur vérité à eux d'une certaine manière. Ben voilà. Hein. Et ben voilà.
Merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Paul. Eh ben, merci Jean-Baptiste, merci Marc aussi, et merci à vous tous d'être venus.